Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Combattre le cancer colorectal à un très jeune âge. Voilà ce que mes deux invités d'aujourd'hui, mesdames Saraline Beaulieu et Kim Gallienne-Plante, ont accompli. Kim et Saraline me racontent leur diagnostic, l'impact du cancer sur leur vie et celle de leurs proches, et le sens qu'elles ont choisi de donner à cette épreuve. Les deux jeunes femmes sont également investies dans le fonds en cancer colorectal et digestif de la Fondation du CHU de Québec. Nous discutons de la mission du fonds et des projets qui y sont en cours. Un entretien inspirant avec deux jeunes femmes qui ont choisi de transformer leur épreuve en projet porteur d'espoir. Bonne écoute. Saraline, bonjour. Bonjour. Kim, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots pour discuter d'événements difficiles de la vie, mais qui finalement deviennent des occasions de rencontre. Oui. Donc, je connais Saraline depuis quelques années et Kim depuis quelques minutes. Oui. Le courant va passer. Oui. Alors, Saraline, je t'ai déjà eu comme invitée au balado il y a plusieurs mois déjà, donc avec Roger Grégoire, qui était ton chirurgien. Oui. J'aimerais ça que pour nos auditeurs un peu, notamment une par une, mais d'abord votre âge, si ça se dit, un indice, puis le travail, un petit peu la vie, tout ça. Ouais. Oui, bien, moi, j'ai 31 ans. Je travaille chez Industriel Alliance comme directrice adjointe d'un centre d'expertise, donc un peu proche des technologies. Puis, j'ai été diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 26 ans. Donc, j'ai hit mon 5 ans là, cette année. Donc, un beau milestone. Et porteuse du syndrome de Lynch. Oui. Et toi, Kim? Oui, moi, j'ai 36 ans. Je suis directrice commerciale chez Vireo. Vireo, c'est une entreprise qui fait des projets pédagogiques d'hydroponie dans les écoles. Donc, potager hydroponique avec une plateforme éducative pédagogique. OK, parce que quand on parle d'hydroponique, souvent, ça évoque toutes sortes de... Oui! Toutes sortes de choses, mais on n'est pas là du tout, là. Non, vraiment. C'est une nouvelle manière d'apprendre pour les jeunes, les enseignants. Donc, super belle mission. Donc, tu n'es pas une fournisseuse de la SQDC? Non, vraiment pas. Tu as eu un diagnostic de cancer du rectum? Oui, à l'âge de 35 ans, donc il y a un peu plus qu'un an et demi, un diagnostic de cancer. Et moi, je souffre également de la maladie de Crohn. Et donc, c'est un peu par hasard, la découverte, pour t'avoir entendu en entrevue dans un suivi endoscopique, donc lors d'une coloscopie de contrôle, un petit polype, finalement, qui était... Qui n'était pas bénin du tout. Mais en fait, suite à ma grossesse, ma maladie de Crohn s'est vraiment activée. Et je me suis fait retirer 40 cm d'intestin, le plus au niveau du sécum. Puis c'est ça, 7 mois plus tard, je recevais mon diagnostic de cancer colorectal. Comment vous êtes-vous connus? C'est par vos médecins respectifs, par la fondation ou... Par nos médecins? Oui, par Dr Rouleau, Oui. Dr Rouleau-Fournier. François Rouleau? Oui. OK, quoi, il t'a rencontré, il a dit « Ah, elle... Elle est crinquée. C'est Je pense que c'est ça que tu t'es dit. Elle est crinquée. Sarah, faut que tu y parles. » En fait, quand j'étais en convalescence, la première semaine, j'étais, sur le dos, mais à la suite de ça, je n'étais pas capable de rester sur mon divan en jaquette. Fait que j'avais besoin comme de trouver un projet significatif pour penser à autre chose, faire autre chose. Ma première idée avait été de lancer comme un projet pour faire des bas. Puis mon idée était comme de vendre des bas pour, entre autres, pour faire comme la sensibilisation,
j'avais dans la tête de comme, mettre ça dans les pharmacies. Gros projet là, qui sortait de ma convalescence. Finalement, l'article promotionnel, ça a comme pas, ça a pas levé vraiment ce projet-là. Mais quand j'ai parlé de mon projet à Dr Rouleau, c'est là qu'il a vu que j'avais comme de l'ambition sur le fait de faire de la prévention, de la sensibilisation face au cancer colorectal. Je pense, est-ce que cet entretien-là avec Dr Rouleau était au téléphone ou... Oui, il y a eu le premier... Parce que j'ai le souvenir d'avoir été proche de lui lorsqu'il discutait avec sa patiente, puis il allait le mettre en contact avec Sarah Lynn, avec qui on travaille depuis plusieurs années à la Fondation. Oui, c'est exactement comme ça. Il y a un décalage de quelques années entre vos maladies. Sarah Lynn, toi, tu approches bientôt la barrière des 5 ans. Kim, toi, c'est encore... plus récent, plus émotif, je pense aussi, à certains égards. Oui, mais je pense que le pire est derrière moi. Mm-hmm. Mais dans mon cas, maintenant, je vis avec une colostomie permanente. Donc, tu sais, la première année, c'est beaucoup d'adaptation et tout ça. Mais c'est ça, suite à mon idée de projet de bas, je me suis impliquée dans le fond en cancer colorectal et digestif de la Fondation du CHU. Ça m'a fait rencontrer Sarah Lynn et d'autres membres du comité, puis ça m'a vraiment... aider un peu dans l'acceptation de la maladie, de la condition et tout ça. Sarah Lynn, ça fait plus de 5 ans maintenant avec les traitements que tu avais eus. Donc, dans le cas de Kim, une maladie très précoce, mais mal placée. Toi, une maladie un peu mieux localisée, mais plus avancée. Mm-hmm. Te rappelles-tu de la première pensée quand toi, tu allais... présume, ou pour l'avoir déjà entendu, tu allais à l'urgence pour des hémorroïdes ou tu ressors avec un cancer du rectum. Te rappelles-tu la première pensée qui a traversé ton esprit? La première pensée, c'était « je vais-tu mourir? Okay. » C'était vraiment... c'était quoi, à quel point c'est grave, là, l'annonce qu'on vient de faire. Puis à 26 ans, j'avais jamais été en contact avec des gens, oui, qui ont eu le cancer, mais pas ce cancer-là. Fait que j'essayais de gager à quel point je devais... capoté, finalement, suite à l'annonce. C'était ça, Oui. OK. Avec bien du déni, là, par la suite. Les premières semaines ou les premières semaines, oui. Bien, j'étais vraiment en état de choc, là, avec du recul, mais ma famille aussi. Fait que, tu sais, c'était une grosse vague d'émotions hyper intenses que j'avais jamais vécues. On n'avait pas eu de drame de ce genre-là, heureusement, dans ma famille. Fait que tu sais, c'était mes émotions, mais c'est beaucoup les émotions des autres autour de moi qui m'affectaient. Je voyais à quel point c'était gros, je voyais leurs réactions, puis c'est presque leurs réactions qui me faisaient réaliser l'ampleur de ce qui était en train de m'arriver, là. T'es-tu retrouvé à devoir réconforter tes proches qui étaient presque plus inquiets que toi, ou... Non, mes proches ont fait vraiment un bon travail, je pense, pour... paraître fort et solide devant moi, là, surtout mes parents, mes sœurs, mon frère. Avec le temps, après, là, puisque ça fait plusieurs années, ben là, j'en ai appris là, que, tu sais, derrière la porte, des fois, eux avaient beaucoup d'émotions que je voyais pas. Puis, toi, Kim, ta première pensée? Je suis un peu dans la même situation. Sur le coup, tu sais pas à quel point c'est grave. Dans mon cas, je vais toujours me rappeler de l'endroit où j'étais quand j'ai reçu mon diagnostic. J'étais au centre de perfusion pour recevoir mon Remicade parce que... Pour ta maladie de Crohn? Exact, parce que ma perfusion avait été retardée due à mon intervention pour retirer le fameux polype. Puis j'étais attachée là, à mon soluté, ma médication, puis je ne pouvais pas partir, puis j'étais seule. Puis il fallait que je revienne à la maison annoncer à mon conjoint et mon fils. Mon garçon avait 1 an et demi à ce moment-là. On dirait que la Terre a arrêté à un certain point de tourner. Mais le lendemain, je suis rentrée travailler. J'ai fait comme si de rien n'était. Je me disais, tant que je ne sais pas la gravité, je ne l'annoncerai pas trop à personne. J'ai comme gardé ça bien profondément. Puis j'ai attendu ultimement le vrai verdict, quel allait être le traitement. L'impact du traitement. Exact. Qu'est-ce qui fait, on va commencer par Kim, qu'est-ce qui fait qu'on a un diagnostic grave comme celui-là? Puis toi, tu dis la première semaine, tu voulais vendre des bas. Là. Finalement, ce ne sont pas des bas, c'est d'autres choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide de devenir
proactifs, alors que la majorité des gens vont simplement retourner à leur vie, peut-être ne jamais en parler à personne. Il y a des gens qui ont des diagnostics de cancer que peut-être les conjoints le savent. Parfois, la famille ne le sait même pas, certainement pas le milieu de travail. Puis vous sortez, toi, tu sors publiquement, là, ta maladie devient un fait public. Là, donc, c'est quoi le mécanisme derrière ça pour toi? Le sortir publiquement a quand même pris un certain temps. C'est quand même récent là, avec le lancement du fameux produit qu'on va dévoiler un peu plus tard. Tout à fait. On garde le punch. Mais ça a pris quand même un certain temps avant que j'en parle autre qu'à mon entourage proche. Je pense que quand tu souffres d'une maladie de Crohn, dans mon cas, j'ai l'impression que je suis malade un peu depuis ma naissance. Je suis un grand prématuré à 30 semaines. Je suis née à 30 semaines, j'ai eu des problèmes avec mes yeux. La maladie de Crohn, c'est un peu une maladie qui paraît pas vraiment, une maladie fantôme, on pourrait dire, mais tu es habitué d'aller à l'hôpital, d'avoir les traitements. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est mon expérience avec la maladie qui me fait faire « OK, j'ai pleuré, puis le lendemain, on part. Qu'est-ce qu'on peut faire de bon avec cette mauvaise expérience? » 24 heures après. Peut-être pas 24 heures après, quand même. mais peu de temps assez après. Rapidement. Oui. OK. Toi, Saraline? Un peu comme... pas comme Kim, parce que j'ai pas la maladie de Crohn, je suis chanceuse, mais pour moi, c'est... il y avait deux choses, là. Le premier, c'est thérapeutique, je pense, de faire du bon avec une situation super douloureuse. Puis... tu sais, je le fais, oui, pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Moi, ça me fait du bien d'en parler. Puis l'autre affaire, c'est le tabou. Tu sais, on s'entend que c'est le cancer à peu près le moins sexy sur la Terre. Là. Puis moi, j'étais super gênée. Là, au début, ça m'a pris, comme Kim, tu sais, ça m'a pris des mois avant de même verbaliser que c'était un cancer colorectal. Je disais du côlon. Ça m'a pris quelques mois. C'était suffisant. Oui, c'était plus cute, je trouvais. Puis là, après ça, colorectal. Puis là, à un moment donné, tu finis par te dire, crème, moi, je vais être avec ça toute ma vie. Fait que aussi bien l'accepter. Puis je pense qu'on a toutes nos façons de vivre cette acceptation-là. Puis moi, ça a été d'en parler à un petit peu plus de monde. Et ça porte fruit d'ailleurs. Donc, as-tu peur qu'avec le temps, cet intérêt ou cette fougue-là un peu baisse, ou tu te vois t'impliquer toujours dans une cause comme le cancer colorectal? Je pense que j'aurais pas su répondre à cette question-là il y a quelques années, mais là, ça fait quasiment 4 ans là, que je m'implique là-dedans, puis j'ai la même motivation qu'au début, puis la raison étant que tu rencontres du monde. Puis chaque personne a son histoire, puis chaque personne l'a vécu différemment, puis au fur et à mesure que le fond grossit, puis qu'on enlève des tabous, t'as des gens qui te témoignent, qui te parlent que ça te fait du bien. Puis ça, c'est tellement énergisant d'avoir des patients qui te disent « Hey, je t'ai vu. Moi aussi, quand j'étais jeune, puis j'avais ce cancer-là, je me retrouvais pas. » Fait que je pense que c'est super valorisant pour nous de s'impliquer comme ça puis de voir que ça a un impact quelconque. Êtes-vous souvent contacté via les médias sociaux, par exemple, des patients qui veulent vous parler, demandent de l'aide ou... Oui, de quelques fois. Oui, récemment, avec la sortie pour le fameux projet secret, ça a créé quand même un certain engouement. Là. J'ai appelé ça ma période de fame temporaire. D'accord. 15 secondes de gloire. Ah oui, puis Sarah était mon agente de relations publiques. Mais c'est ça, ça nous a amené, entre autres, à aller comme faire un témoignage lors de la marche GOTSI pour les maladies inflammatoires qui avait lieu à Québec. C'est début juin. Puis à cet événement-là, on a rencontré des personnes qui n'avaient pas nécessairement vécu le cancer colorectal, mais qui ont vécu avec une stomie ou quand même les symptômes et comme l'histoire autour de la maladie, le cancer colorectal, il y a quand même beaucoup de similarités. Donc, ça a amené ça donne une grosse dose d'amour, là, rencontrer ces gens-là qui ont vécu des drames un peu similaires aussi. Il y a quelque chose d'addictif un peu dans le fait de s'impliquer, faire de la philanthropie. Comme tu dis, toi, ça te fait du bien à toi, là. Oui, vraiment. Je pense que, tu sais, quand tu vois l'impact que tu as concret, puis que c'est pas, oui, on ramasse des fonds, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec les fonds qu'on amasse. C'est quoi? Que ce soit un site web, une formation, un achat d'équipement, juste un post Facebook,
de repartager qu'il y a un nouveau programme de dépistage universel, puis de voir qu'il y a peut-être quelqu'un là qui grâce à nous, il l'a vu, puis il va il va la recevoir, la lettre, ou peu importe comment ils vont fonctionner, mais il va le faire. Fait que là, moi, j'espère que tout ce qu'on fait, ça a juste l'impact de peut-être aider quelqu'un. Sauver des vies. Ben, tu sais, c'est plus les médecins là, qui sauvent les vies, mais il ne faut pas négliger chaque intervention. On contribue à notre manière. Oui, Exact. c'est ça. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Il y a une question à 100 $, donc je vais commencer par Kim. Une question qu'on ne t'a jamais posée au sujet de ta maladie. Il y a peu de personnes qui m'ont demandé de voir ma stomie. Il y a eu ma famille, là, mais dans mes amis, il y a peu de personnes qui m'ont dit « Est-ce que je peux voir? » OK. Tu sais, c'est Est-ce que tu serais à l'aise de la montrer ou... Maintenant, un peu plus. Avec le fameux projet, là, j'ai même fait un shooting photo où j'ai dû... C'est déjà, à la base, je suis pas du type shooting photo. Et là, il a fallu que je me fasse photographier avec ma stomie en vue. Ça m'a donné probablement des terreurs nocturnes les nuits d'avant. Okay. Mais une fois que ça a été fait, j'étais vraiment fière parce que j'ai vu quand même l'impact sur certaines personnes. Je me suis fait féliciter. J'ai une grosse vague d'amour suite à tout cet événement-là. Sarah-Lynne, toi, après 5 à 6 ans, est-ce qu'il y a une question qui ne t'a jamais été posée? Ou? Pas vraiment. Il y en a qui y reviennent moins souvent que d'autres. Tu sais, ça reste... Par exemple? Ben, tu sais, c'est quoi les changements digestifs suite à tous ces traitements-là? On s'entend qu'en société, on parle pas beaucoup de ça, là. Puis pourtant, il y en a, puis c'est ça les plus gros impacts, je trouve, en tout cas pour les gens, que tu aies une stomie ou que tu n'aies pas eu de stomie, dès que tu as eu des traitements puis une chirurgie, ça risque de changer un peu quelque chose, là. Comme tu me disais tout à l'heure, c'est ta routine de te demander est-ce qu'il va y avoir une salle de bain sur mon trajet, si je vais prendre une marche ou... Toujours, peu importe où je vais. Tu connais toutes les toilettes publiques de la Ville de Québec? Ah oui, Walmart, McDo, ça c'est des endroits qui a des safe spots, qu'il y en a tout le temps. Sur les plaines, je sais sont où, Hôtel de Ville, il y en a, tu sais, je les ai spotés là maintenant. Excellent. Alors, on arrive au projet secret. Donc, vous avez eu une idée de rendre peut-être le fait d'avoir une stomie plus acceptable ou de faciliter la vie des femmes qui vivent avec une stomie. Donc, c'était quoi ce projet-là? Bien, pour faire un peu le pont avec ce que tu as dit tantôt, Sarah, tu dis ultimement, je le fais pour moi, mais ça a commencé avec une idée d'un besoin que j'ai eu, moi, le premier printemps, là, suite à ma chirurgie. Le printemps arrive, l'été s'en vient, il faut se baigner. Donc, j'essaie de me trouver un maillot de bain qui était adapté à ma stomie. Sur Instagram, on voit plein de femmes qui sont libérées et qui présentent leur stomie vraiment librement puis sans gêne. Je crois pas que ce soit le cas de la majorité des gens qui vivent avec une stomie. C'était pas mon cas, en tout cas. Je dis qu'il est accepté. J'accepte ma stomie aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore un long travail à faire. Donc, j'ai eu l'idée
de me trouver un maillot de bain adapté à la stomie, donc pour la cacher, la rendre confortable aussi. Veux pas, c'est un tissu mouillé, c'est moins confortable. Donc, j'ai eu l'idée de créer un maillot de bain. Mon travail, c'est justement de faire la commercialisation, donc j'ai quelques atouts pour lancer un projet comme ça. OK. Par contre, je ne suis pas couturière, donc j'ai commencé avec une première compagnie de la Ville de Québec que j'ai contactée, qui s'appelle Other Sea Bikini. OK. Puis un peu comme quand j'avais partagé mon projet de bas à Dr. Rouleau-Fournier, j'avais créé comme une présentation pour présenter mon projet. Donc, j'ai été rencontrer Other Sea, je leur ai envoyé une espèce de présentation. Puis ils m'ont recontacté, puis ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés à embarquer dans l'aventure avec moi. Donc, cette compagnie-là a designé un maillot de bain taille haute avec une pochette, avec un tissu qui est confortable, qui sèche rapidement, éco-responsable. Donc, voilà, c'était finalement ça mon projet. Après ça, j'ai eu un enjeu de, OK, le financement, comment lancer tout ça. J'étais rendue à un certain point prête à investir moi-même, personnellement. Mais dans le fond, je répondais quand même à la mission du Fonds en cancer colorectal et digestif. Donc, ils ont décidé de supporter mon projet. OK. Donc, j'étais tellement contente. En quoi, Sarah-Lynne, est-ce que ce projet-là vient rencontrer les objectifs du Fonds en cancer colorectal et digestif? Bien, tu sais, notre mission, c'est plein d'axes. Puis, tu sais, oui, il y a des éléments peut-être un peu plus classés comme l'achat d'équipements ou la recherche clinique fondamentale, mais c'est aussi l'humanisation des soins puis l'accompagnement des patients puis de leur famille. Fait que, tu sais, à quelque part, le fait qu'on veut que les femmes de Québec se sentent bien cet été puis puissent porter ce maillot-là, bien, pour moi, c'est en lien direct avec ce pourquoi on travaille pour le Fonds en cancer colorectal là, avec la Fondation. Ce fonds, c'est quoi? Est-ce que si tu me le présentais peut-être en quelques minutes, donc pour nos auditeurs peut-être qui ne connaissent pas le fonds... Oui, bien dans le fond, la Fondation du CHU de Québec possède quelques fonds hospitaliers. Donc, en fait, il faut le voir un peu comme si c'était un compte spécifique dans lequel on va déposer des montants amassés, des dons. OK. Puis, dans ce fonds-là, bien, on se concentre uniquement au cancer colorectal ou digestif. Nous, on est vraiment là pour spécifiquement cette cause-là de cancer colorectal. Puis, on a racheté digestif parce qu'il y a plein de petits dans le sens en termes de volume qui sont peut-être un peu plus orphelins. Donc, on voulait ratisser un petit peu plus large. Malheureusement, le colorectal reste le plus fréquent. Donc, il prend un petit peu plus de place. Là, mais c'est quand même bien pour toucher à d'autres types de cancers dans ma pratique. C'est bénéfique dans les deux sens parce que ça accroît aussi les donateurs, l'éventail des activités, les commanditaires. Exact. Donc... on revient un peu à ton implication. Depuis 5 à 6 ans, tu aurais pu t'impliquer d'autres façons, puis tu as choisi le volet de la philanthropie. Pourquoi la philanthropie plutôt qu'écrire un livre? Ou, tu aurais pu faire d'autres choses pour parler du cancer colorectal et de la sensibilisation? Ben, en fait, c'est venu parce que moi, quand j'ai terminé mes traitements puis que j'étais guérie, je voulais faire un party j'ai plus le cancer yéyé avec ma famille et mes amis. Puis, ben, je suis allée à l'épicerie puis il y avait un monsieur qui ramassait des fonds pour les personnes stomisées. Il était dans une petite table à l'épicerie. Puis là, je me suis dit, OK, moi aussi, je pourrais ramasser des fonds. Fait que c'est parti d'une idée comme ça. J'en ai parlé avec ma radio-oncologue, Dr. Bernier. Puis là, de fil en aiguille, elle a dit, bien, on pourrait créer un fonds à l'intérieur de la Fondation du CHU de Québec. C'est elle qui m'a amené l'idée. Puis c'est de là qu'est créé le fonds. Fait que je me suis un peu lancée à l'aveugle. Puis finalement, ben j'ai vraiment pris goût parce que j'ai même fait un certificat en gestion philanthropique pour essayer de bien comprendre les mécaniques des fondations au Québec. C'est quoi les lois, c'est quoi les levées de fonds, comment on fait pour gérer les donateurs, les événements, la gouvernance, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui pousse les gens à donner en 2023? Parce que c'est les grandes causes, les petites causes, les fonds spécifiques, les fonds généraux. Je pense que c'est l'impact qui pousse les gens à donner. Les gens ils veulent comprendre leur argent va servir concrètement à quoi. Fait que je ne sais pas si ça va tellement avec la grosseur de la fondation. C'est sûr qu'il y a aussi la fondation, on vient chercher beaucoup les émotions des gens. On touche toujours à des causes graves, que ce soit dans le milieu de la santé, de l'éducation ou de l'itinérance. Bien, je pense que
tout le monde a un peu son parcours et son bagage. Fait que les gens vont venir donner à ce qui les touche, puis ils vont donner pour être sûr que ça a un impact. Est-ce que c'est facile de faire de la philanthropie au Québec ou est-ce qu'il faut être un peu prêt à bousculer, faire tomber certaines barrières? C'est une bonne question. Est-ce que c'est facile? Je pense que c'est facile organiser des levées de fonds. Par la suite, quand on vient décider où l'argent va aller, ben il faut avoir une très, très bonne éthique. Je pense qu'il faut aussi être sûr qu'on va respecter l'argent que les donateurs nous ont donné, puis il va aller là où il y a le plus d'impact. Mais c'est certain qu'il y a toujours de la politique. Ça reste que les fondations sont là pour pallier à un manque de l'État. Donc, je pense que c'est correct dans notre système que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça un peu partout dans le monde, mais ça reste toujours de multiples combats. Ce qui refroidit parfois certains donateurs ou certaines personnes qui veulent s'impliquer, c'est le délai parfois entre la levée de fonds et l'aboutissement du projet. Le projet des maillots de bain, vous, c'est presque instantané. Il y a parfois de l'argent qui est levé dans la société québécoise où plusieurs années plus tard, les gens attendent encore de voir le résultat de leurs dons. Là. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que les donateurs te confient ou est-ce que les gens sont parfois réticents à donner parce qu'ils se disent « Ah, j'ai un doute si ça va fonctionner ou autre ». Bien, c'est sûr que la confiance est là normalement, surtout quand tu es capable de montrer puis de démontrer tes réalisations puis ton efficacité à livrer des projets. Mais on se le cachera pas, il y a une gouvernance extrêmement lourde, puis elle est là pour une raison, cette gouvernance-là, parce qu'on les a vues, toutes les fondations où il y a des scandales, parce que ça a été mal géré puis parce qu'il manquait de mécanismes de contrôle. Fait que je pense qu'on est encore à trouver l'équilibre entre faire une bonne gestion d'une fondation de façon éthique, mais être capable de livrer de façon efficace, comme le font les compagnies à but lucratif actuellement. On parlait du maillot tout à l'heure. Toi, tu es modèle d'ailleurs sur le site Kim. Donc, tu es facile à trouver. Donc, où est-ce qu'on se procure le fameux bikini? Oui. Donc, c'est sur le site de Other Sea Bikini, d'une compagnie de Québec. Il y a une section qui est maillot adapté pour les stomies. Tout à fait. Puis, à partir depuis peut-être une semaine, on peut aller l'essayer aussi en boutique. OK. Donc, on s'entend, là, c'est avec une stomie, on veut être certaine d'être confortable, là, au même titre de s'acheter n'importe quel morceau de vêtements. Donc, il est possible de l'essayer sur place. Je pense que c'est vraiment le fun. Puis les filles ont été formées par une stomo du CHU aussi, les filles de Other Sea Bikini. D'accord. Donc, elles sont vraiment en mesure de conseiller Mais de comprendre la situation, parce que, comme je disais tantôt, la question que je me suis pas fait souvent poser, c'est est-ce que je peux voir ta stomie? Tu sais, c'est quand même un peu nébuleux. C'est quoi une stomie? Là? On sait que c'est un sac, mais même des fois, il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi une stomie utilement. Donc, les filles ont pu voir, ça a l'air de quoi l'appareillage. Justement, Christine, la stomothérapeute, a vraiment comme essayé de un peu démocratiser c'est quoi une stomie pour que les filles soient à l'aise de pouvoir conseiller quelqu'un qui essaie le maillot. Avec ta stomie, dirais-tu que tu mènes une vie complètement normale ou ça limite certaines activités ou des choses que tu t'empêches de faire? J'ai pas repris complètement ma vie d'avant, disons. Okay. Par contre, je pense que ça a quand même beaucoup d'avantages. Je dis souvent à la blague, quand j'ai des amis qui ont besoin de la salle de bain, par exemple, « Ah, si tu avais une stomie, c'est on the go. » Ça serait facile. Mais il y a quand même des moments où tu as des petits accidents. Mais ultimement, je pense que dans un cas où que tu as une maladie inflammatoire comme très active ou avancée ou justement un cancer là, qui rend la vie difficile, je pense que c'est vraiment à notre service puis c'est avantageux d'avoir une stomie à un certain point. Je dirais pas le paradoxe, mais un peu l'effet secondaire de ta maladie de Crohn, c'est sûrement quelque chose auquel tu avais déjà réfléchi.
la possibilité de vivre avec une stomie, j'imagine, depuis l'âge de 18 ans. Oui, c'est en fait, dans ma tête, là, au même titre que le cancer colorectal, on dirait que dans ma tête, je l'enlevais pas complètement de ma liste, puis je me disais, mais dans ma tête, c'était quelque chose qui serait arrivé vraiment plus tard. C'est pas à 35 ans. Là, dans ma tête, c'est peut-être qu'à 55, il faudrait que je commence à me faire surveiller davantage. Donc, le cancer et l'astomie, c'était quelque chose qui était très loin dans ma tête, là, surtout à 35 ans. Mais, oui. Allez-vous faire un modèle pour homme? Qui sait? Qui sait? Parce qu'il y a eu des demandes là, quand on a lancé le projet, donc je pense que ça pourrait être super intéressant. Parce que moi, comme j'ai visité le site un peu, puis l'idée qui me venait, ce serait peut-être de créer un modèle pour la population générale, mais qui viendrait supporter la cause. Hein. Mm-hmm. Donc, monsieur, madame, tout le monde, tes frères, amis, famille, éventuellement le public. Une collection. Une collection où il y aurait peut-être un petit emblème ou un logo qui rappellerait le fait que ce maillot-là a été acheté pour supporter cette cause-là. Donc, ça pourrait accroître votre... notre mission, la visibilité. Votre visibilité, là, ou quelque... l'idée des bas était un peu là aussi, là, tu sais, que les gens puissent porter un bas avec, par exemple, les cuissons. Mais les bas, on les voit moins, là, parce qu'ils sont dans les souliers. Effectivement, mais tu sais, c'est comme un peu la mode de mettre des bas colorés. Puis en même colorés. temps, ce serait une forme de... Je le voyais un peu comme le défi des têtes rasées. Dire qu'on supporte... Moi, je supporte des amis, je supporte mon ami qui a eu un cancer colorectal, donc je porte le maillot déstomisé. Je sais pas, il me semble que je verrais un petit quelque chose, moi. Il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Avec les fondations, tout ce qui est du matériel promotionnel, ce qui est touché, c'est que souvent, la fondation va parfois, selon l'arrangement avec la compagnie, avancer des fonds. Okay. Fait que là, il faut se poser la question, est-ce que l'argent du donateur pour la quantité de bas, parce que souvent, il faut les acheter de bas ou de maillots en masse, est-ce qu'il serait à l'aise que si jamais on les vend pas, ça l'a servi à ça. Donc, c'est de voir l'équilibre, mais tu sais, Other-C ont tellement été extraordinaires. La façon dont je le verrais, c'est que la compagnie Other-C, par exemple, produit la ligne de vêtements, puis s'engage simplement à remettre les profits. Ou encore, une autre option, c'est à l'achat du maillot de cette série-là, on se fait offrir l'opportunité de faire un don. Oui. 100%. C'est donc 1, 5, 10 $ ou autre. Là, donc, il y a quelque chose à faire. Définitivement. Donc, excellent. Avez-vous d'autres... Donc, les bas, les maillots, est-ce qu'il y a d'autres... de projets? D'autres projets? On vient de finir aujourd'hui des capsules informatives pour plein de sujets là, qui touchent le cancer colorectal, la nutrition, le dépistage, les fameux stomies. Donc, on va publier ça sur notre page Facebook puis sur le site web pour informer, éduquer la population puis essayer de démocratiser ces sujets-là. Et la minute publicitaire, le 14 septembre 2023, vous aurez un événement qui est... L'événement La soirée digestive. Qui consiste en quoi? C'est un événement, dans le fond, signature, c'est le premier d'une longue série qui a pour but, justement, de ramasser des fonds spécifiquement pour l'achat du robot chirurgical pour la Fondation du CHU. Mais c'est aussi toujours dans notre but de sensibiliser, je crois, le public en général sur la cause des cancers. Le cancer colorectal. Exact. Alors, à quoi ça sert un robot? Saraline, tu t'es pratiqué tout à l'heure pendant la capsule vidéo. Le robot, je pense que c'est une technologie super avancée, puis il va servir à donner des soins de haut calibre à la population québécoise pour peut-être éventuellement même devenir un centre de référence. Je sais qu'à Saint-François d'Assise, vous êtes déjà une référence là, pour la population. Je pense que c'est tout le Québec sauf Montréal, si je ne me trompe pas, que vous desservez. L'Est du Québec, énormément. L'Est du Québec. C'est ça, ouais. Donc, je pense que c'est quoi, 350 chirurgies par année qui est fait. Donc, je pense qu'il faut amener l'équipe chirurgicale du CHU de Québec à la prochaine étape. Puis, je pense que c'est avec l'achat d'un robot qui utilise l'intelligence artificielle puis qui est à la fine pointe. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, que les fondations viennent parfois pallier ce que le gouvernement ne peut pas acheter ou autre. Puis, à certains égards, moi, quand j'ai commencé à pratiquer,
J'avais même un malaise avec ça parce que je me disais le gouvernement devrait tout financer. Puis avec le temps, on se rend compte que les besoins sont illimités et les ressources sont limitées. Donc, sans les fondations des systèmes de santé comme le nôtre, on serait condamné à offrir de très bons soins, mais sans atteindre l'excellence. Donc, Définitivement. je pense que c'est une bonne chose d'investir dans les fondations. Puis, on le voit, tu dois le sentir peut-être à Québec de plus en plus. Il y a plus d'engouement, je pense, pour le don par rapport à ce qu'on peut voir dans des villes anglophones, que ce soit Montréal ou le reste du Canada. Là, Ben oui, on évolue. Puis je pense aussi avec les réseaux sociaux, ben les gens veulent leur cause. Il y a une espèce d'activisme qui je trouve qui se fait voir là, depuis plusieurs années. Fait que, tu sais, le fait aussi de pouvoir montrer à quelle cause tu supportes, quelle cause te touche, ben ça vient tout avec, tu sais, un peu ta couleur, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu supportes, c'est quoi ton branding à quelque part. Fait que je pense que ça fit même de plus en plus avec les plus jeunes générations de s'afficher à une cause. Je pense qu'ils ont peut-être moins de gêne puis de tabou que d'autres générations. Anciennement? Oui. Kim, c'est quoi la santé pour toi, là, qui en a vécu pas mal à un si jeune âge? La santé, c'est quelque chose d'essentiel pour la suite, avoir des rêves. Tu sais, dans les dernières années, quand tu as un diagnostic de cancer, le temps que tu sois comme vraiment remonté, ta vie est sur pause. Moi, à base, mon projet, c'était peut-être d'avoir un deuxième enfant, mais finalement, j'ai eu un cancer. Donc, tu sais, tu repriorises, mais non, la santé, je pense que c'est ce qui est le plus important. Puis, je crois aussi, entre autres, que c'est un peu pour ça aussi que c'est important de s'impliquer dans ce genre de causes-là, comme celui de la sensibilisation au cancer colorectal. Donc, oui. Saraline, la santé, c'est quoi? Puis là, la réponse de Kim était vraiment excellente. Je dirais la même chose, mais ben, c'est tout, là, la santé psychologique, la santé physique. Je pense que c'est tout relié ensemble. Fait que c'est primordial. J'aime l'image que tu donnes. Pour toi, la santé, c'est pas un objectif, c'est un moyen pour atteindre... pour continuer d'avancer. Donc, c'est ça. Donc, on peut avoir été malade puis être en santé parce qu'on est encore capable de faire des choses. Donc... Mesdames, il y a toujours une petite section baguette magique dans l'entrevue. Donc, Saraline y est déjà passée. Donc, j'ai hâte de voir si elle se rappelle de ses réponses. Mais, Kim, si tu veux changer une chose dans le système de santé aujourd'hui? Je pense que ce serait de rendre accessible peut-être les services pour les problèmes mineurs ou pour être en mode plus prévention. Parce que l'accès à un médecin de famille ou... quand mon fils est malade, c'est toujours vraiment difficile. Quand tu as un diagnostic de cancer, tu deviens en VIP, ça t'embarque dans un tourbillon. Tu as des soins, des services de qualité, d'excellents médecins, mais quand tu es à la base, tu commences à être malade, des fois, c'est vraiment difficile. C'est plus long à avoir accès. Oui. Saraline? Bien, je dirais peut-être la même chose que j'avais dit, qui est digitaliser le système de la santé. Ouais. Je pense que l'efficacité est là. Tu sais, on le voit avec les compagnies à but lucratif. Là. Comment que faut être data-driven de nos jours. Il faut se baser sur la donnée puis prendre ces décisions-là de façon plus objective. Ton travail un peu contamine, j'imagine, ta réponse. Parce que tu travailles dans un domaine où tout est informatisé. Donc, oui, définitivement. Donc, toi, de savoir que dans le réseau de la santé, aujourd'hui, on fonctionne encore avec un fax. Je trouve ça épouvantable. Ça se perd, un fax, là. Un courriel, on va le retrouver dans le cloud. Alors, donc, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, tu ne peux pas dire la même chose que la dernière fois. Alors, la dernière fois, elle avait répondu Jennifer Aniston. Non, mais en fait, j'avais proposé de l'accompagner. Puis c'est vivante ou... Décédée. Décédée? Ah, mon Dieu. Je pense que j'irais avec Oprah. Il y a quelque chose avec Oprah. Bon. Je sais que c'est une réponse assez classique, là, mais il y a quelque chose avec cette femme-là qu'elle a réussi à dégager quelque chose de particulier. On dirait que c'est une femme qui a eu plusieurs vies dans une. Comme qu'on la voit depuis. Tellement charismatique. Toujours, partout. Oui. As-tu un choix?
Kim? Je vais y aller avec quelqu'un de moins connu. En fait, OK. c'est mon arrière-grand-mère. Elle est décédée, elle avait 101 ans. Et une sage-femme, il y a même un pont sur la Côte-Nord qui a été nommé en son honneur. OK. Joséphine Leblanc. Puis Quand même. c'était une sage-femme qui a donné naissance à tellement d'enfants. Puis des fois, je me demande, parce que je sais qu'on... Tu sais, j'ai une certaine drive, tu sais, c'est un peu, je pense, ce qui m'a apporté à Ça vient faire... d'elle, ça? Ben, je me le demande, tu sais, je serais curieuse d'y parler, à savoir, tu sais, elle Ouais, était c'est- qui dans le passé, puis tu sais, une sage-femme a tellement de... Tu sais, dans une époque complètement différente d'aujourd'hui, je serais curieuse de lui poser quelques questions. Mais ce que tu sais d'elle, ça t'a été transmis par tes parents ou Oui. grands-parents, donc... Ben, Il y a une part de légende, ça veut dire. Probablement. C'est ça. Je serais curieuse de discuter avec elle. Mesdames, je ne vous demanderai pas quelle cause vous supportez, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, donc on mettra les liens nécessaires là, sur vos notes de balado. Peut-être pour les auditeurs qui ont été traités pour la même condition, avez-vous un site de référence? Il y a beaucoup de choses sur Internet, là, donc peut-être, Ouais. Sarah-Lynne, toi, si tu avais un site à suggérer pour les patients porteurs d'un cancer colorectal, ce serait quoi? Ça serait, surtout pour les gens à Québec, là, au Québec, ça serait colorectalquebec.com, qui est le site web informatif là, pour les gens qui attendent une chirurgie ou qui ont eu une chirurgie. Puis c'est d'ailleurs le site qui héberge la page pour le fond. D'accord, colorectalquebec.com. Kim, toi, as-tu, avec le recul, une référence où tu allais plus ou quelque Ben, chose? quand j'ai consulté un peu tous les sites là, du cancer colorectal du Canada, là, la Fondation de cancer colorectal Canada, celle du Québec aussi. Puis moi, quand j'ai reçu mon diagnostic, je me suis vraiment mis en action, puis j'ai utilisé les ressources qui sont offertes par les différentes fondations. Et même celle du fond, là, ultimement, Sarah-Lynne a été d'une bonne aide aussi. OK. Donc, je crois que si quelqu'un reçoit un diagnostic, de ne pas se renfermer sur lui-même, puis d'y aller, puis d'utiliser les ressources qui sont disponibles, parce que c'est vraiment, ça nous aide vraiment à passer à travers tout ça. Avez-vous, avec le temps, visité des sites ou vu de l'information qui vous inciterait peut-être à mettre en garde des auditeurs, à faire attention? Parce que Reddit. parfois, les gens vont sur Internet puis se font peur un peu. Oui, Reddit, tu sais, les blogs là, qui sont pas validés par des experts de la santé là, ou par le gouvernement, définitivement à éviter. Il va y avoir beaucoup de négativité, puis on peut tomber dans beaucoup de disinformation. De mauvaises De mauvaises informations. informations. Sarah-Lynne, une dernière pensée avant de nous quitter? Bien, j'espère voir le plus de gens possible le 14 septembre prochain au Château Frontenac. Si vous voulez plus d'infos, allez visiter la page du Fonds en cancer colorectal et digestif. Vraiment au plaisir de rencontrer tout le monde le 14 septembre. En plus, c'est mon anniversaire en passant. Le Ça jour va- même? Oui, ça va être une très donc grande... on va te faire la bascule. Peut-être pas, OK. mais ça va être une super journée, je pense, pour célébrer plein de belles choses, dont la sensibilisation au cancer colorectal et mon anniversaire. Et, toi, Kim, as-tu une dernière pensée ou ça rejoint un peu ce que Sarah-Lynne vient de dire? Oui, je pense que tout le monde doit être là. Puis aussi, je crois que les gens qui viennent de recevoir un diagnostic, d'attendre vraiment d'avoir, tu sais, de ne pas sombrer, puis de se refermer sur soi-même. Je pense que c'est important d'écouter ses médecins, de se laisser guider par le plan de traitement, puis de rencontrer des gens ultimement pour pas se sentir seul, parce que ultimement, oui, c'est une maladie qui est physique, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau du mental, puis c'est important de se renseigner, de parler à des gens, puis de ne pas se refermer sur soi-même. Avec le recul, ça prend combien de temps avant d'arrêter d'y penser à tous les jours à son cancer? Ou est-ce que toi, tu y penses encore au moins une fois par jour? Ben, je pense quand même régulièrement. Ouais. Ouais. Sarah-Lynne? Bien, je pense qu'on y pense tout le temps, mais c'est pas nécessairement négatif Oui. maintenant quand OK. on y pense. Tu sais, là, on peut penser à tout du bon qui ressort de ça. Là. Ça OK. donne une autre perspective, je veux pas, d'avoir vécu ça. Là. Tout à fait. Mhm. Mesdames, merci. Merci pour Merci. l'invitation. Bonne chance pour le 14 septembre. Oui, on se voit là. À bientôt. Bye bye. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.